Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission Avec Judith, diffusée sur YouTube, Première de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, nous recevons Robert Solé, l'un des meilleurs spécialistes français de l'Égypte. Bonjour Robert Solé. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de l'Égypte, auteur de nombreux romans et d'essais, principalement sur l'Égypte, parmi lesquels votre dernier livre, Suez, Histoire d'un canal à la croisée des mondes aux éditions Perrin. Et puis également auteur de ce dictionnaire amoureux de l'Égypte chez Plomb. Et enfin de ce premier roman, Le Tarbouche en poche aux éditions Point. Et alors, vous avez été journaliste pendant plus de 40 ans au journal Le Monde et vous publiez une chronique toutes les semaines pour le journal Le 1. Alors, venons-en à notre entretien qui est consacré au changement dans la vie. Vous êtes né au Caire, issu d'une famille d'origine syro-libanaise et de confession chrétienne, une famille francophone, orientale, installée depuis des générations en Égypte. Vous avez vécu dans la ville d'Héliopolis, une ville moderne et cosmopolite, et vous avez été au lycée franco-égyptien, puis au collège jésuite de la Sainte Famille au Caire. En 64, à l'âge de 18 ans, vous quittez l'Égypte pour la France. Alors pourquoi ce départ? Et est-ce que vos parents vous ont accompagné ou est-ce qu'ils sont restés sur place? Non, je suis parti seul. Je suis un immigré de la première génération. Mais un immigré de luxe, d'une certaine façon, non pas parce que j'avais de l'argent, j'en avais très peu, mais parce que j'avais un capital qui était la langue française. C'est ma langue principale, ma langue réellement maternelle, même si j'ai, dès l'enfance, évidemment, parlé, étudié l'arabe. Mais je suis de langue et de culture française. Et quand je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans, évidemment, je suis arrivé seul, je ne connaissais personne. Je suis allé à Lille, en fait, à Lille pour passer le concours de l'école de journalisme de Lille, De l'ESJ, de l'ESJ. l'École supérieure de journalisme de Voilà, Lille. et j'ai fait donc mes études à Lille. Mais j'avais le sentiment à la fois de connaître la France à distance, par les livres, par les études. C'était à la fois familier et totalement Nouveau. nouveau. Et donc vous laissez vos parents, votre père? Oui, alors cette photo, je ne sais pas quel âge j'ai sur cette photo, peut-être 6 ans, 5-6 ans, je ne sais pas. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle a été prise près d'Alexandrie où nous passions avec ma mère, mes sœurs et puis d'autres familles, 3 mois d'été tous les ans. Et donc vous disiez, vous allez suivre en France les écoles de journalisme à Lille. Vous devenez journaliste au journal Le Monde de 69 à 2011, à différents postes. Vous serez notamment correspondant à Rome et à Washington. Et pendant 20 ans, là, vous allez complètement oublier l'Égypte. Comment vous expliquez cette amnésie? Mais c'est une amnésie volontaire. C'est une amnésie volontaire qui a duré effectivement une vingtaine d'années. Alors je me pose la question, au fond, pourquoi? Mmh. Pourquoi est-ce que j'ai tourné le dos au pays de mon enfance? Parce que Je vous me n'y êtes pas retourné pendant Non, 20 non, ans? absolument pas. Non seulement je ne me suis pas retourné, mais j'ai tourné le dos. J'ai tourné le dos à l'Égypte. Je me suis posé la question et il y a 2 explications contradictoires, mais qui s'additionnent probablement. Ouais. L'une, c'est que c'était douloureux, l'Égypte était douloureuse et que je ne voulais plus entendre parler d'une chose douloureuse. L'autre, c'est que je vivais au paradis en Égypte, à Héliopolis, vous avez parlé Oui. d'Héliopolis, et que finalement, je ne voulais plus penser à ce paradis parce qu'il me manquait. Donc voilà, je laisse les psys Mais choisir. qu'est-ce qu'il y avait de douloureux? Qu'est-ce qu'il y avait de douloureux? Il y avait de douloureux, probablement que j'appartenais à un monde, vous avez parlé de cosmopolitisme. Qui a disparu. C'est quoi le cosmopolitisme? C'était le fait que des gens d'origines nationales différentes, des Égyptiens, des étrangers et des égyptianisés comme nous, des gens
de religions différentes, des musulmans bien entendu, des chrétiens, parce que l'Égypte compte beaucoup de chrétiens, des juifs, vivaient côte à côte, vivaient ensemble jusqu'à une certaine limite. La limite, c'était, je dirais, le lit conjugal. On était amis, on était très amis, on travaillait ensemble, on faisait tout ce qu'on voulait, mais on ne se mariait pas, on se mariait entre soi. C'était ça, ce cosmopolitisme, et il se trouve que ce cosmopolitisme était très lié à la langue française. Puis, vous avez donc le besoin de retrouver l'Égypte. Et c'est plus vraiment l'Égypte cosmopolite de votre enfance, vous venez de le dire. Alors, vous vous passionnez pour l'histoire ancienne et contemporaine de l'Égypte dans tous les domaines. C'est plus qu'une passion, ça devient un objet d'étude permanent. Qu'est-ce qui vous fascine le plus? Mais écoutez, donc au bout d'une vingtaine d'années, en fait, c'est toute une histoire, ça serait trop long, mais c'est un roman qui me fait. Vous avez cité Le Oui. Tarbouche, c'est ce roman qui me fait renouer avec l'Égypte. C'est-à-dire qu'au bout d'une vingtaine d'années, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi des familles comme la mienne s'étaient installées en Égypte il y a très longtemps, pourquoi elles avaient été si bien, et pourquoi un beau jour elles sont parties dans un climat assez tendu. Et c'est ce roman qui m'a fait, voilà, qui a refait le lien avec l'Égypte. L'Égypte. Je retrouve l'Égypte au bout d'une vingtaine d'années, c'est un autre pays. Mm. C'est un autre pays d'abord parce que Démographiquement. démographiquement, il a explosé et que les villes ont changé de ce point de vue. Vous savez, quand je suis né, je crois que l'Égypte avait une vingtaine de millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 110 millions. Mais déjà, au bout d'une vingtaine d'années, il y avait ce changement. Et le deuxième changement, c'était la quasi disparition de ce milieu cosmopolite auquel j'étais très Très attaché. attaché. Et donc, c'était une Égypte multiculturelle. Les choses ont changé, notamment après l'arrivée de Nasser au pouvoir en 1952, puis la catastrophe de l'expédition franco-britannique de Suez en 1956, due à la nationalisation du canal par Nasser. C'est une catastrophe pour la France, Et pas pour le l'Égypte. Royaume-Uni, oui, bien Oui. sûr. Et beaucoup de francophones, d'anglophones, d'arméniens, de chrétiens, vous l'avez dit, de juifs ont été exclus du pays ou sont partis. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces communautés? Alors, il reste en Égypte, les Égyptiens déjà, ils sont nombreux, ils sont musulmans, ils sont coptes chrétiens. Les coptes, c'est pas un produit d'importation, c'est Non. vraiment des Égyptiens de souche. Il reste un petit milieu cosmopolite ouvert sur l'étranger, sur l'Europe, tout ça. Mais ça a beaucoup changé. Il reste des établissements, il reste des écoles, parce que la France n'a pas occupé l'Égypte. Ce sont les Anglais Les qui occupaient Britanniques, oui. l'Égypte. La France jouait sur un autre registre, c'était la culture. Mm. C'était les écoles, c'était l'égyptologie, mais surtout les écoles. Nous avons été élevés dans des écoles françaises qui nous ont inculqué une certaine culture, il nous a énormément marqués. Quand je dis nous, c'est pas seulement le petit milieu auquel j'appartenais, c'est beaucoup de musulmans, de coptes d'Égypte qui ont été marqués eux aussi par cet enseignement. Il n'y a plus qu'une seule synagogue au Caire, qui est la synagogue Ben Ezra. Alors les Juifs, c'est autre chose. Les Juifs, c'est autre chose parce qu'ils ont été victimes du conflit israélo-arabe. Les Juifs, déjà en 1956, l'ont payé cher, et l'ont payé très cher les derniers Juifs qui restaient en 1967, la guerre des 6 jours. Ce qui fait qu'en Égypte, il n'y a plus de Juifs. Il n'y a plus de Juifs. Ils se comptent sur les doigts de la main. Et le statut aujourd'hui des Coptes, quel est leur statut? Mais les Coptes, ce sont des Égyptiens qui ne sont pas devenus musulmans. Oui. Parce que l'Égypte était chrétienne avant de devenir musulmane. Donc, alors ils sont une minorité, leur statut, la constitution égyptienne précise que tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur religion, l'origine, le sexe, etc. Alors, dans la pratique, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'équipe de football égyptienne ne compte pas un seul copte.
Ah oui, les pharaons. Voilà, personne n'a décrété, il n'est écrit nulle part qu'un copte ne peut pas faire partie de l'équipe. Mais de fait, c'est comme ça. Alors, on a assisté à la fois à une poussée du nationalisme arabe, à une vague islamiste. L'islam a été proclamé religion d'État en 56. C'est la charia qui est la source principale des lois. Et pendant, même si elle a été source principale des lois, les frères musulmans, eux, ont été fortement réprimés par Nasser et par les successeurs, Anwar el-Sadat et puis Hosni Moubarak. Qu'en est-il aujourd'hui pour le maréchal al-Sisi? Quelle est sa position? Alors, le maréchal président Al-Sisi sous Moubarak, les frères musulmans étaient un parti illégal mais toléré. En fait, c'était l'opposition. Ouais. Mais une opposition qui, de temps en temps, allait en prison. Ils avaient leurs valises prêtes. De temps en temps, ils allaient en prison, ils ressortaient de prison, ils repartaient en prison. Ils étaient à la fois... Mais ils étaient tolérés. Depuis 2013, ce n'est plus le cas. Depuis 2013, les frères musulmans sont complètement interdits, emprisonnés ou partis à l'étranger. Donc, il n'y a plus officiellement de frères musulmans. Enfin, il y en a, bien sûr, dans la société, mais en tant que parti politique, il n'existe pas. Et quelle est l'influence de la mosquée Al-Azhar, qui est la plus prestigieuse université de l'islam sunnite? Alors, ça, c'est la religion en général. Ce n'est plus les Les frères frères musulmans ou les salafistes. L'Égypte est un pays, d'abord, c'est un pays officiellement musulman, Oui, même s'il a une forte minorité chrétienne, copte. bien sûr. Mais c'est un pays officiellement musulman, vous l'avez dit dans la Constitution. Officiellement, la source principale du droit, c'est la charia. Officiellement. Article 2. Oui, officiellement, c'est Sadat qui a introduit ça. Ce serait trop long à On va expliquer. expliquer, oui, parce qu'il a Bon, joué il a là-dessus. joué avec ça. Nasser avait banni les frères musulmans, Sadat les remet dans le jeu pour combattre la gauche et les nassériens, et il finit, lui, par être assassiné par des islamistes. Bon. Donc, l'Égypte est un pays, le peuple égyptien est un peuple religieux, depuis toujours. Et ça s'explique un peu par la géographie. L'Égypte, c'est un désert qui est traversé par un fleuve du sud au nord. Le Nil. Le Nil. Alors ce fleuve, c'est un fleuve capricieux qui est tantôt trop haut, il inonde, tantôt trop bas, c'est la famine. Alors il fallait se mettre ensemble pour dompter ce fleuve et pour l'amadouer. Et c'est comme ça que les Égyptiens, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, sont devenus, et le sont toujours, un peuple sociable, travaille ensemble, conservateur et pieux. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que la religion, qu'on soit musulman ou copte, finalement, il y a des choses dont on ne discute pas en Égypte. On n'a d'ailleurs pas trop le droit d'en discuter. Dieu existe. Pour les uns, le Coran a été délivré par l'archange Gabriel, enfin transmis à Mahomet. Pour les chrétiens, c'est autre chose. Et la religion, donc, et je viens à votre question, je suis très bavard, mais vous parliez de l'institution d'Al-Azhar. Oui. Al-Azhar, c'est l'université mosquée la plus prestigieuse de l'islam sunnite en Égypte. C'est une énorme institution et l'institution religieuse en Égypte a une sorte d'accord tacite avec le pouvoir. Elle appuie le pouvoir, quel qu'il soit, et le pouvoir lui laisse une certaine latitude pour un relatif contrôle moral, disons, sur la société. Ce qui fait que vous avez la religion en Égypte est quand même un poids extrêmement... Le doute n'existe pas. On ne doute pas. Et c'est une source de faiblesse. C'est une des faiblesses de la société égyptienne. Et quels sont les facteurs qui ont favorisé le développement, cette fois, de l'islamisme? Alors l'islamisme, c'est une vieille histoire parce que l'islamisme moderne est né en Égypte. Il est né en Égypte dans l'entre-deux-guerres, en réaction contre une occidentalisation de l'Égypte. Et je dirais avec beaucoup de guillemets, une laïcisation progressive de l'Égypte. C'est en 1928
que les frères musulmans sont nés en Égypte. Mais ce pouvoir s'est heurté, ce pouvoir musulman qui voulait prendre le pouvoir, qui voulait réislamiser la société, s'est heurté au pouvoir lui-même, et notamment au pouvoir des officiers avec Nasser. De l'armée. Et quel est le rapport de ces islamistes égyptiens à l'Égypte ancienne, pharaonique? Quel est leur rapport? Ah, mais pour eux, l'Égypte ancienne pharaonique, c'est une Égypte païenne dont ils se détournent. Ils n'osent pas s'y attaquer, parce que là, Oui. c'est un bien national, c'est une des richesses de l'Égypte, c'est une des sources de richesse de l'Égypte. Mais enfin, s'ils ne tenaient qu'à eux, n'est-ce pas? En tout cas, ils s'en détournent. C'est une Égypte païenne. Mais il faut reconnaître que l'ensemble du peuple égyptien, pendant très longtemps, s'est détourné des pharaons. Oui, c'est assez récent. C'est assez récent. Ce sont les Européens qui ont redécouvert l'Égypte ancienne. Et depuis, disons, les années 1920, les Égyptiens ont pris conscience De la valeur de leur immense. patrimoine, de leurs ancêtres, de cette richesse formidable. Et ils en sont très fiers aujourd'hui. Oui. Et quel est le rapport de ces islamistes aux millions de touristes qui viennent chaque année voir les pyramides, Khéops, Képhren, Mykérinos, les sépultures des pharaons, les temples, Oui, la mais vallée des ça, rois? il n'y a que des petits groupuscules. Alors, quand on dit les islamistes, non, il y a des petits groupuscules violents qui, depuis quelques décennies, ce n'est plus le cas, heureusement, en ce moment, et depuis un moment déjà, s'en sont pris aux touristes, par exemple. Mais c'est vraiment le fait de groupes minuscules et violents. D'accord. Et les premières victimes, alors j'en reviens à l'islam rigoriste, sont quand même les femmes, qu'il s'agisse de l'excision, de la virginité avant le mariage, des violences conjugales, de la polygamie. Où est-ce qu'on en est de l'évolution par rapport à ça en Égypte? Et où en est le mouvement féministe en Égypte? Alors, le mouvement féministe en Égypte, il faut savoir que le mouvement féministe dans le monde arabe est né en Égypte. Il est né en Égypte dans les années 1920, personnifié par une femme qui s'appelait Hoda Sha'rawi, qui a ôté son voile symboliquement. Elle n'a pas fait que ça, mais elle est considérée comme... Alors, le féminisme, le statut des femmes, c'est un peu compliqué. On est dans le monde arabe. Il y a eu des avancées. Les femmes ont finalement obtenu le droit de vote en 1956 sous Nasser. Il y a eu des avancées, mais si vous voulez, sur le papier, tout le monde est égal, hommes et femmes. Ouais, c'est sur le papier, la Constitution est impeccable. Ensuite, il y a les lois. Là, c'est déjà moins bien. C'est moins bien pour le mariage, le divorce, l'adultère. La répudiation. Répudiation, tout ça, c'est moins bien. Même le travail. Les femmes sont entrées dans le monde du travail. Elles travaillent, notamment dans la fonction publique. Mais elles n'ont pas les mêmes salaires que les hommes. Elles n'ont pas les mêmes... etc. Donc, de fait, il y a une forte inégalité. Alors, vous avez parlé de l'excision. C'est un drame épouvantable. C'est une des choses les plus incompréhensibles et les plus scandaleuses qui existent en Égypte, parce que le taux a beau baisser, etc., c'est incompréhensible. Officiellement, c'est illégal. C'est condamné, c'est un crime. Mais dans la pratique, ça continue malheureusement avec des petites avancées quand même, heureusement, mais c'est un vrai problème. Et où est-ce qu'on en est du respect des droits de l'homme, les droits humains, de la liberté de la presse, du droit d'association, de manifestation, de la liberté d'expression? Non, mais on est dans un régime autoritaire où officiellement, encore une fois, tout le monde peut s'exprimer, mais dans la pratique, personne n'a intérêt à s'opposer au pouvoir, parce qu'il risque d'être arrêté, d'être détenu dans un endroit secret pendant un temps indéterminé, ensuite d'être condamné, de passer des années en prison dans des conditions pas très belles. Donc, on a eu l'impression qu'en 2011, avec le printemps arabe, le renversement de Moubarak, on a eu l'impression que brusquement, le pays... sauf que ça ne se passe jamais comme ça.
On ne passe pas d'un régime autoritaire à une démocratie. Ça demande du temps, ça demande toute une éducation. Et on n'en est pas là. La torture, elle a disparu ou pas? Non, elle a toujours existé malheureusement et c'est illégal, mais c'est pratiqué dans les commissariats de police, dans les prisons. C'est inadmissible, mais ça existe. Sous les présidents Sadat et Moubarak, l'Égypte a été dénacérisée. Elle a connu une vague de privatisation recommandée par le FMI, le Fonds monétaire international. Alors, quelle est la situation économique actuelle? Qu'en est-il de la pauvreté? Qu'en est-il, par exemple, des services sociaux comme l'école ou la santé? Alors, l'Égypte est un grand pays, un grand marché de 110 millions d'habitants. C'est un pays qui est, il faut le souligner quand même, c'est un pays qui est, avec tous ses défauts et tout ce qu'on vient de dire, c'est un pays stable dans une région à feu et à sang. À l'ouest, vous avez la Libye, au sud, le Soudan, de l'autre côté, Gaza, Israël, pas très loin le Liban, la Syrie, l'Irak. L'Égypte, c'est un îlot de stabilité. Cela dit, c'est un pays qui est à la fois en grand renouvellement. Physiquement, c'est spectaculaire. Vous retournez en Égypte tous les 2 ans, vous voyez de nouvelles autoroutes, des nouveaux aéroports, une nouvelle capitale, actuellement administrative, spectaculaire. Tout est spectaculaire, tout est pharaonique. Et en même temps, vous avez une inégalité énorme. Les inégalités se sont creusées et la pauvreté, la richesse est formidablement développée et la pauvreté s'est aggravée. Le seuil de pauvreté, 1/3 des Égyptiens sont au-dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que ce pourcentage a doublé en 20 ans. A doublé en 20 ans. Alors comment font-ils pour vivre? Parce que la monnaie s'est beaucoup dévaluée ces derniers temps. L'Égypte est un pays rentier et l'une des principales rentes, ce n'est pas le tourisme, ce n'est pas le canal de Suez, c'est le transfert de la diaspora. Ce sont tous ces Égyptiens qui se sont expatriés, et ça c'est nouveau, parce que c'est un peuple sédentaire qui ne quittait pas la vallée du Nil, qui ne pouvait pas la quitter d'ailleurs, sous Nasser c'était interdit. C'est sous Sadat qu'on a commencé à ouvrir les frontières et c'est cette diaspora qui fait vivre des familles entières. Et il y a beaucoup d'intellectuels, de savants, de médecins qui ont quitté le pays pour travailler et vivre à l'étranger, comme aux États-Unis, au Canada, en Europe. Il y a de nombreux Égyptiens qui travaillent dans les pays du Golfe. Et comment vous expliquez cette émigration d'Égyptiens très qualifiés d'un côté et puis les travailleurs peu qualifiés et qui sont surexploités? Mais vous avez cette émigration, ce n'est pas seulement des travailleurs qualifiés. Prenez la France, il y a beaucoup de travailleurs égyptiens, vous ne les voyez pas. Parce qu'ils travaillent, ils sont discrets, il n'y a jamais de problème de violence, de délinquance, jamais. Allez dans le bâtiment, tendez l'oreille, enfin moi je connais l'arabe égyptien, je les vois, ils sont là. Ah oui, allez dans les pizzerias, vous verrez, ils sont à la plonge et au bout de quelques années, ils prennent le contrôle de la pizzeria. Mais tout ça de façon, c'est un peuple travailleur. Donc il n'y a pas que des gens diplômés qui partent. Non, mais Simplement, il y a un problème de chômage, évidemment, en Égypte. Vous avez tous les ans 1 million d'habitants de plus, il faut leur trouver du travail et on ne trouve pas du travail pour tout le monde. Parce qu'il y a aussi des Égyptiens peu qualifiés qui s'en vont et qui se retrouvent exploités. Bien sûr, bien sûr. La France, elle a des liens historiques avec l'Égypte, depuis l'expédition du général Bonaparte en 1798, depuis le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822, depuis le travail des archéologues, depuis les œuvres littéraires des amoureux de l'Égypte. Alors que reste-t-il aujourd'hui de l'influence culturelle et scientifique de la France en Égypte? Alors, elle a de beaux restes quand même, elle a de beaux restes, parce que je parlais tout à l'heure des écoles, c'est très important. Il y a eu un réseau d'écoles créé en Égypte formidable.
des écoles religieuses catholiques pour garçons, filles, mais aussi des lycées de la mission laïque française. Ces écoles existent toujours. Elles ont un peu changé, elles se sont égyptianisées, c'est plus des écoles françaises, mais elles sont francophones. Et elles continuent à former des générations d'Égyptiens et d'Égyptiennes. Ça, c'est important. Ce qui existe encore et toujours, c'est l'égyptologie. La France a un magnifique institut français d'archéologie orientale au Caire, l'IFAO, avec des égyptologues. Là aussi, c'est ça, la culture. Maintenant, évidemment, la langue française n'a plus le statut qu'elle avait dans mon enfance. Et encore moins dans l'enfance de mes parents, n'est-ce pas? C'est l'anglais qui domine, forcément. Et avec la politique arabe du général de Gaulle et sa prise de distance vis-à-vis d'Israël, la France elle avait retrouvé une certaine aura auprès des populations arabes. Oui, Qu'en est-il aujourd'hui? mais la France a toujours une bonne image. La France a depuis cette époque-là, la France a une bonne image en Égypte. Mais simplement, là, il n'y a plus... La France est un partenaire de l'Égypte parmi d'autres. Voilà. Ce n'est plus une relation privilégiée. Ce n'est plus la relation passionnelle, au fond. Il y avait, au fond... Il y avait d'un côté la passion des Français pour l'Égypte, qui, elle, existe toujours. C'est la passion pour les pharaons, pas pour l'Égypte actuelle. Et puis, il y avait du côté égyptien, de la part de certains Égyptiens, une passion pour la langue et la culture française. Alors ça, évidemment, ça a beaucoup, beaucoup diminué. La France est un bon partenaire de l'Égypte, partenaire économique. Il y a 200 entreprises françaises en Égypte, il y a énormément de choses. Et un partenaire politique. Politique parce que, en gros, et là c'est vrai sous toutes les présidences, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, finalement on apprécie le rôle que joue l'Égypte. L'Égypte joue un rôle stabilisateur. L'Égypte a fait le premier pays arabe à faire la paix avec Israël. 1979. Suite aux accords de Camp David en 1978 avec Menahem Begin et Anwar el-Sadat. Absolument. Ça date. Et ça, c'est fondamental parce que le plus grand pays arabe, siège de la Ligue arabe, a fait la paix avec l'ennemi des Arabes, Israël. Et depuis ce moment-là, si vous voulez, il y a une stabilisation des choses. Ça n'a pas empêché des intifadas, des guerres au Liban, toutes sortes de choses. Mais entre l'Égypte et Israël, il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré depuis 1979. Et quelle est la position du président maréchal al-Sisi aujourd'hui sur l'évolution du conflit depuis le 7 octobre 2023? Alors là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Et le président et le peuple égyptien. Nous avons une paix froide entre l'Égypte et Israël, une paix parfaitement respectée, comme je le disais, avec d'ailleurs une collaboration discrète dans beaucoup de domaines. J'imagine dans la péninsule du Sinaï, par exemple, énormément et puis même des importations de gaz. Enfin, il y a énormément de liens, si vous voulez. Mais c'est une paix froide. Le peuple égyptien, et pour le peuple égyptien, les Israéliens sont des ennemis, sont toujours l'ennemi. Ils l'étaient moins, mais ils le sont redevenus avec les événements de ces derniers temps. Pourtant, il n'y a pas de drapeau palestinien dans les rues du Caire. Non, parce que le pouvoir ne tient pas du tout à laisser s'embraser des manifestations. Et est-ce qu'elle peut jouer un rôle, l'Égypte, pour une solution pacifique à deux États? Alors l'Égypte a toujours joué un rôle de médiateur entre les Arabes et Israël, d'une part, et un rôle de médiateur entre les factions palestiniennes, c'est-à-dire entre le Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne. Elle continue à jouer ce rôle. Simplement, il y a d'autres médiateurs qui sont arrivés, des concurrents arabes comme l'Arabie saoudite ou le Qatar, mais aussi des concurrents non arabes comme le Pakistan, par exemple, ou la Turquie. Et donc l'Égypte, avec toutes ses difficultés économiques, on n'en a pas parlé, mais le pays a quand même une dette considérable. Le budget de l'État est quand même avalé à la fois par le poids de la dette, le service de la dette,
les salaires des fonctionnaires, il y a des millions de fonctionnaires en Égypte, et les subventions pour que les gens puissent vivre. Et tout ça fait que l'Égypte est en grande difficulté économique. Elle bénéficie quand même d'une rente géostratégique. Depuis la paix avec Israël, tous les ans, les États-Unis l'aident, Ouais, militairement en tout ouais. cas, l'Union européenne, les États du Golfe. Elle est un petit peu, l'Égypte est un pays qui dépend beaucoup quand même de l'étranger. Et alors l'Égypte et particulièrement l'armée sont très liées aux États-Unis, vous venez de le dire. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et ses liens avec le gouvernement israélien de Netanyahou, est-ce que ça a modifié les rapports entre l'Égypte et les États-Unis? Mais sauf que les Égyptiens sont comme nous tous, ils ne savent pas ce que fait Donald Trump, ils n'ont toujours pas compris. Au début, ils ont applaudi à l'arrivée de Donald Trump, et puis ils sont devenus, ils ne savent plus où il est. Est-ce qu'il est actuellement sur la même ligne que les Israéliens ou pas? Ils sont perdus comme nous tous. Ils ne savent plus qui est ce monsieur et ce qu'il veut. Ils sont très prudents et c'est pour ça qu'ils diversifient de plus en En plus plus. leurs rapports. Ils ont de bons rapports avec les Chinois, ils ont de bons rapports avec les Russes, ils ont de bons rapports avec la France, avec l'Union européenne, avec tout le monde. L'Égypte a beaucoup changé, vous l'avez dit, notamment sur le plan démographique, mais les Égyptiens, eux, ils ont certainement, j'imagine, beaucoup changé. Est-ce qu'il y a une permanence dans la culture, dans la manière de vivre, un tempérament propre aux Égyptiens? Oui, forcément, forcément, il y a une difficile à définir, hein, c'est toujours, je me méfie Oui, les toujours de ces grandes généralités. définitions, mais je vous disais tout à l'heure, pourtant j'en faisais des généralités, je vous disais un peuple conservateur, sociable, pieux, c'est toujours vrai. Un peuple qui aime bien rire aussi. Il paraît qu'il y a un humour Il y a un égyptien. humour, oui, et souvent c'était une façon d'ailleurs d'exister, une soupape. Quand vous n'avez pas le droit de vous exprimer politiquement, ben vous rigolez. Vous le faites de façon Vous le détournée. faites de façon détournée, il y a toujours eu ça. C'est un peuple qui est très résistant quand même, très résistant, chaque fois on a l'impression que tout va exploser, et ça n'explose pas. Encore que, Bah oui, que reste-t-il du printemps de la place Tahrir? pas grand-chose. Pas grand-chose. Ce fameux printemps a été suivi d'un automne, d'un hiver, on est retombé dans le régime autoritaire, en plus autoritaire. En plus autoritaire, avec une armée qui a beaucoup plus de place dans l'économie nationale. Et ça gêne énormément les industriels privés, les négociants privés, les investisseurs étrangers. L'armée est une puissance économique en Égypte démesurée. Elle contrôle quasiment tout. Pas tout, mais elle contrôle des millions d'hectares, elle contrôle des usines, des hôtels, des stations-service, des productions de toutes sortes. Et ça, c'est pas très sain. Et alors dans cette culture, le Nil tient une place particulière. Est-ce que cette place est menacée par la pollution ou le réchauffement climatique? Là, vous me montrez une photo, je ne la situe pas exactement, mais comme ça, j'ai l'impression que c'est Aswan. Ça Mmh. ressemble beaucoup à Aswan, Mmh. donc à l'extrême sud de Oui. l'Égypte, hein. Aswan qui est très paisible, très paisible. On va d'abord à Luxor, où il y a plein de choses à voir, Oui. et puis on va se reposer de toutes ces merveilles, Le on va se temple de reposer à Aswan. Karnak. Voilà, on va se reposer à Aswan, donc et du coup, j'ai oublié votre question. Est-ce que le Nil est menacé par la pollution ou le changement climatique? Lui qui joue une place importante. Alors le Nil est surtout menacé par ce que font les Éthiopiens en en amont. Les Éthiopiens viennent de construire un énorme barrage sur le Nil, parce qu'eux aussi connaissent une démographie galopante, ont besoin d'eau, d'électricité, comme l'Égypte,
Et le barrage éthiopien pose un gros problème à l'Égypte. Elle a essayé de s'y opposer, elle n'est pas arrivée. Elle a essayé de le retarder, elle n'est pas arrivée. Elle n'allait quand même pas déclarer la guerre à l'Éthiopie pour ça. C'est un vrai problème. Cette eau du Nil, l'Égypte a besoin de l'eau du Nil. C'est la seule source d'eau de l'Égypte. Il ne pleut pas en Égypte. Non. Il ne pleut pas. Alors on peut trouver de l'eau sous terre, mais on peut surtout utiliser le Nil. Et l'Égypte a besoin d'électricité, donc le Nil, c'est capital, Fondamental. c'est fondamental. Alors le réchauffement climatique, tout ça, alors il y a d'autres conséquences, parce qu'il y a eu un grand barrage en Égypte même, c'est le grand barrage d'Aswan, qui a modifié alors le cours du Nil. Et là, qui a provoqué des problèmes. Ce serait trop long à... ça a régulé l'eau du Nil et en même temps provoqué, ça a affaibli l'eau, etc. Il y a eu des conséquences. Des conséquences. Négatives. Oui. Et le canal de Suez reste bien sûr fondamental, avec Ferdinand de Lesseps qui avait Ouais. supervisé la construction. Alors le canal de Suez a changé la carte du monde. Oui. Il a relié la Méditerranée À la à la mer Rouge en réduisant de moitié la longue route des Indes qui contournait l'Afrique. Ce canal existe toujours. C'est une des ressources financières de l'Égypte. C'est une des fiertés de l'Égypte. Et en même temps, ce canal est très affecté, a été très affecté par la guerre de Gaza. Parce que les Houthis du Yémen, vous savez, ont attaqué des navires qui passaient par la mer Rouge, au golfe d'Aden. Le détroit de Bab el-Mandab. Résultat, ça a énormément détourné des navires qui ont repris l'ancienne route du Cap de Bonne-Espérance, et l'Égypte a perdu quasiment la moitié des recettes du canal de Suez. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe au détroit d'Ormuz, Oui. on voit les conséquences, on voit ce qui se passe quand un détroit est menacé ou bloqué. Alors Robert Solé, vous êtes français d'origine égyptienne et pas franco-égyptien. Est-ce que vous vous sentez néanmoins riche d'une double culture? Et est-ce que ce n'est pas le cas de nombreux Égyptiens comme on le voit sur cette photo? Alors cette photo, moi j'aime bien cette photo parce que tout à fait à gauche, c'est Moustaki. Donc ici, Moustaki, chanteur charmant qui nous a quittés il y a quelques années. Au milieu, c'est un grand diplomate international égyptien. C'est Boutros Ghali, ancien ancien secrétaire général de l'ONU. Deux personnes que j'aimais beaucoup, qui nous ont quittés. Alors cette photo a dû être prise, je ne sais où, peut-être à Paris, à l'Institut du monde arabe ou ailleurs, je ne sais pas. Alors ce sont l'un et l'autre, ce sont des polyglottes, ce sont des gens, des citoyens du monde, tout en étant égyptiens. Voilà, et ils ont marqué chacun à sa façon les choses. Moustaki n'a jamais oublié son nom. Il a quitté l'Égypte quasiment au même âge que moi. Bon, des années avant, mais au même âge que moi. Et donc on s'est retrouvés là dans cette... on s'est retrouvés bien plus tard, mais enfin c'était un petit peu la même chose. Boutros Ghali, lui, n'a jamais quitté l'Égypte. Enfin, il a occupé des postes importants. À Camp David, il a joué un rôle très important. Il a fait office de ministre des Affaires étrangères. Ensuite, il était secrétaire général de l'ONU, secrétaire général de la francophonie. C'était un homme de culture, ouvert, qui faisait honneur à l'Égypte. Et vous vous sentez riche de cette double culture? Moi, je ne dirais pas double culture, ce serait excessif. Ce serait excessif. J'ai une culture française, je suis français à 100% maintenant, mais pas que. Mais pas que. Et le pas que, je suis très fier du pas que. C'est-à-dire que je suis très fier d'où je viens, de tout ce que ça apporte de plus, si vous voulez.
Mais ça ne veut pas dire que je suis français à moitié ou non, je suis à 100% français, je me sens, après tant d'années d'ailleurs, D'origine égyptienne, et d'origine, voilà, égyptienne, du pays des pharaons. du pays des pharaons. Pays des pharaons, quand j'étais enfant, on ne s'occupait pas des pharaons. En ce sens, on était très égyptiens, hein. On était tourné vers l'Europe. Et c'était un peu mes ancêtres les Gaulois. Alors qu'aujourd'hui, les Français, eux, quand ils vont en Égypte, quand ils sont fascinés par les pharaons, c'est tout juste, ils ne disent pas mes ancêtres les pharaons. On ne dit pas mes ancêtres les Aztèques. Non, mais pharaons, on se sent très... Et c'est un peu le monde à l'envers. Et comment ils le prennent, les Égyptiens, de voir quand même ces millions de touristes qui viennent pour la reine Hatchepsout et pour Ramsès II, et pas forcément pour les connaître eux-mêmes? Alors là, vous touchez un point qui n'est jamais abordé publiquement, mais c'est vrai. Je pense qu'ils sont un peu vexés quand même. Ils sont un peu vexés. On s'intéresse à nos ancêtres et pas à nous. Oui, il y a de ça, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que quand on va en Égypte aujourd'hui, il n'y a pas que les pharaons. Non? Il y a plein d'autres choses. Oui. Il y a une Égypte islamique formidable, il y a l'Égypte actuelle. Il y a plein de choses. Mais bon, les pharaons fascinent tellement. C'est une formidable civilisation, il faut dire, que Incroyable. moi j'ai découvert à l'âge adulte, bien plus tard. Bien plus tard. Merci infiniment, Robert Solé, d'être venu. Merci à vous. Et merci à vous tous de votre attention et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci à vous tous.